Derrière leur visage de pierre, quelque chose de plus sombre attend. Des millions de personnes visitent ces monuments publics chaque année, mais beaucoup ne connaissent pas les secrets qu'ils renferment. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 15 secrets cachés à l'intérieur des monuments publics. Numéro 15, le mont Rushmore et la salle des archives cachées. Le mont Rushmore présente les visages de 4 présidents américains sculptés dans le granit des Black Hills du Dakota du Sud. Chaque visage mesure plus de 18 mètres de haut et le monument attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Et derrière le visage d'Abraham Lincoln se trouve une chambre cachée connue sous le nom de salle des archives. Cette chambre a été conçue par Gutzon Borglum, le sculpteur en chef du mont Rushmore, et il avait l'intention qu'elle serve de coffre-fort pour stocker des documents importants des États-Unis, comme la Constitution, la Déclaration d'indépendance et la Déclaration des droits. Le plan était que la salle soit ornée de tablettes en bronze et en marbre, et serve de sanctuaire pour ces documents. La construction de la salle des archives a commencé en 1938 et les travailleurs ont excavé un puits vertical de 21 mètres et commencé à sculpter une chambre d'entrée de 10 mètres de profondeur. Cependant, la construction a été interrompue en 1941 en raison de problèmes de financement et du début de la Seconde Guerre mondiale. Borglum est également décédé cette année-là et son fils Lincoln Borglum a cessé de travailler sur la chambre. La salle des archives est restée inachevée, une caverne vide se tenant derrière le visage de Lincoln. La chambre a été scellée et inaccessible au public pendant des décennies, mais en 1988, le National Park Service a installé une capsule temporelle dans la salle des archives inachevée, et la capsule se trouve dans un coffre-fort en titane scellé derrière une pierre angulaire en granit. Elle contient 16 panneaux en émail de porcelaine avec les mots de texte américains clés, une biographie de Borglum et une explication de l'objectif du monument. Elle est destinée aux civilisations futures, bien sûr. Mais aujourd'hui, la salle des archives est fermée au public. Elle est entourée de clôtures et est sous surveillance. L'entrée n'est visible que par hélicoptère ou peut-être un drone, et les visiteurs sur la plateforme d'observation ne sont pas au courant de la chambre scellée derrière la tête de Lincoln. Le mont Rushmore a également une histoire liée aux Lakota Sioux. Les Black Hills étaient à l'origine une terre sacrée pour les Lakota Sioux qui les appelaient les Six Grands-Pères. Cette sculpture des visages des présidents est considérée comme une profanation par de nombreuses communautés amérindiennes et le gouvernement américain a pris les Black Hills en violation du traité de Fort Laramie de 1868. Un jugement de la Cour suprême de 1980 a confirmé que la terre avait été prise illégalement et les Lakota ont refusé une compensation financière et insistent pour que la terre soit restituée. Le mont Rushmore inclut la chambre cachée, la salle des archives et a une histoire de saisie de terre des Lakota Sioux. C'est à la fois un projet d'ingénierie et un site avec un contexte historique complexe. Numéro 14. Le mémorial Lincoln Chambres Creuses et une histoire de surveillance cachée. Le mémorial Lincoln, à l'extrémité occidentale du National Mall à Washington, D.C., présente une façade néoclassique et une statue assise d'Abraham Lincoln de 5-8 mètres de haut. Il attire des millions de visiteurs chaque année. Mais en dessous du mémorial se trouve un réseau de chambres creuses et une histoire impliquant la surveillance de la guerre froide. La construction a commencé en 1914, mais en raison du sol marécageux près de la rivière Potomac, les ingénieurs ont dû construire des fondations profondes et renforcées. Ils ont excavé de grandes zones et les ont remplies avec des piliers de soutien en béton. Cela a laissé un grand espace vide qu'ils ont appelé l'Undercroft. Eh bien, il se compose de corridors entrecroisés de poutres renforcées de supports en béton et même de sol en terre. Cet espace est rarement vu par le public. Il a de hauts plafonds d'un des murs inachevés et une atmosphère fraîche et moisie. Des tuyaux courent le long des murs et certaines lumières pendant des poutres exposées. Dans les années 1970, des travailleurs ont trouvé des graffitis datant des années 1920 et 1930, y compris des initiales des fresques et même des dessins. Ces marques ont été faites par les équipes de construction d'origine. Pendant la guerre froide, cependant, l'Undercroft du mémorial Lincoln a été utilisé pour des équipements de surveillance et des stations de monitoring. La police des parcs nationaux a installé des salles radio et des postes d'observation dont certains sont encore là. Des câblages anciens des équipements radio et des casiers sont encore présents, et il y a des rumeurs non confirmées selon lesquelles l'espace a été préparé comme un bunker de communication sécurisé. Plus récemment, cependant, l'Undercroft a abrité des chauves-souris et des insectes, ce qui a conduit à des études écologiques et à des efforts de lutte antiparasitaire. Certains travailleurs ont signalé des bruits étranges là-bas. Bien que ces rapports soient anecdotiques, l'atmosphère est considérée comme troublante.
En 2017, le National Park Service a annoncé des plans de rénovation et d'ouverture de certaines parties de l'Undercroft au public, y compris un chemin en verre. Mais pour l'instant, l'accès reste restreint. C'est un espace significatif sous le mémorial. L'Undercroft contient des graffitis de la période de construction des vestiges de la surveillance de la guerre froide et a été un habitat pour la faune. C'est un espace avec une histoire cachée sous le mémorial Lincoln. Numéro 13. Le monument de Washington. Le monument de Washington mesure plus de 170 mètres de haut et c'est l'un des obélisques les plus reconnus au monde. Il rend hommage à George Washington, le premier président des États-Unis, et est la plus haute structure en pierre du monde. La construction a commencé en 1848 et s'est achevée en 1884 avec des retards dus à des problèmes de financement à la guerre civile et bien sûr à des disputes politiques. Une pierre angulaire en forme de pyramide en aluminium, un métal précieux à l'époque, a été placée au sommet. Elle agissait comme un paratonnerre. Cependant, le système de protection contre la foudre avait quelques problèmes. Le monument est frappé par la foudre plusieurs fois chaque année, parfois jusqu'à une douzaine de fois. Le système initial a échoué, provoquant des fissures dans la pierre et des marques de brûlure à l'intérieur. Les visiteurs ont signalé des sensations d'électricité statique pendant les tempêtes. Un homme s'est même évanoui après qu'un coup de foudre ait affecté la cage d'ascenseur. Mais l'humidité et les frappes répétées ont entraîné une certaine dégradation du mortier et des pannes électriques. Des tiges de cuivre supplémentaires et des fils de mise à la terre ont été installés, mais le problème persiste en raison de la hauteur et de l'emplacement du monument, ce qui en fait une cible fréquente pour la foudre. Les ingénieurs enregistrent chaque frappe cependant. Le tremblement de terre de Virginie en 2011 a causé des dommages structurels, y compris des fissures dans la pierre et du mortier délogé. Les 30 mètres supérieurs de la tour ont bougé. Des images de surveillance ont montré de la poussière et des débris tombants et des fissures ont été trouvées dans la pyramide et l'escalier. Un panneau de pierre a bougé et le monument a été fermé pendant plus de 3 ans pour des réparations. La pierre angulaire est gravée avec Leos Deo loué soit Dieu les noms des bâtisseurs, la date d'achèvement et des mesures scientifiques. Le sommet du monument est désormais inaccessible au public et la plateforme d'observation se trouve à 9 mètres en dessous. La pierre angulaire est scellée à l'intérieur d'une cage de foudre entourée de câbles et de patchs structurels, et certains croient que des symboles maçonniques se trouvent à l'intérieur des fondations, car une pierre angulaire a été posée lors de cérémonies maçonniques. Une capsule temporelle pourrait également exister dans la base contenant des journaux, des pièces de monnaie et des souvenirs, et certains suggèrent qu'il y a des chambres scellées dans les fondations, bien que des études radar suggèrent le contraire. La couleur du monument, au fait, change à mi-heure en raison d'un changement de source de pierre après la guerre civile. Il a été fermé plusieurs fois en raison de pannes d'ascenseurs, de fissures et d'orages électriques. Le monument de Washington a quelques problèmes structurels des dommages causés par la foudre et est inaccessible à la pierre angulaire en aluminium. Il a une histoire complexe et nécessite des réparations et des mises à jour répétées de ses systèmes électriques. Numéro 12, ensuite, numéro 12. L'Hôtel de la Patrie, le monument de Rome avec une tombe contestée. À Rome, près du Forum romain, se trouve l'Hôtel de la Patrie, également connu sous le nom de Vittoriano. C'est un grand monument en marbre blanc, construit pour honorer Victor Emmanuel II, le premier roi d'une Italie unifiée. En raison de sa taille et de son apparence, il a reçu des surnoms comme la machine à écrire et le gâteau de mariage. Il comprend également la tombe du soldat inconnu. Il a été conçu comme un hommage à l'unification italienne et pendant l'ère de Benito Mussolini, le monument a été utilisé pour des rassemblements et des parades fascistes et Mussolini a supervisé la construction de la Via dei Fori Imperiali, une large avenue menant au Vittoriano. Cela a nécessité la destruction de certaines ruines romaines anciennes et il a prononcé des discours depuis le balcon du monument. La tombe du soldat inconnu, cependant, a été installée en 1921 contenant les restes d'un soldat italien non identifié mort pendant la Première Guerre mondiale. 11 corps non identifiés ont été collectés sur les champs de bataille et placés dans des cercueils. Maria Bergamas, dont le fils est mort pendant la guerre, a été invitée à choisir un cercueil. Le cercueil choisi a été inhumé avec des honneurs nationaux et une flamme éternelle. Cependant, certains des corps ont été mal identifiés et certains pourraient ne pas avoir été italiens. Un corps a été soupçonné d'être autrichien.
Le monument possède également une grande structure souterraine avec des voûtes scellées des archives et des chambres cérémonielles, et certains de ces espaces n'ont pas été ouverts depuis les années 1930. Il a été déclaré que certaines parties des niveaux inférieurs sont mal documentées et que leur contenu est inconnu. La flamme éternelle s'est également éteinte plusieurs fois en raison de pannes de courant, de défaillances de conduite de gaz et d'une intervention humaine. Ce monument possède des galeries de murmures en raison de son architecture. Les sons se propagent étrangement dans les escaliers et les portiques. Les travailleurs de maintenance ont signalé avoir entendu des pas et des conversations dans des zones scellées. Bien que le monument soit ouvert au public, seule une petite partie est accessible. Des portes verrouillées, des escaliers barrés et des couloirs mènent à des zones inaccessibles. Les raisons officielles de cela incluent l'intégrité structurelle, la préservation et un câblage non documenté ainsi que des actes de vandalisme passés. C'est un monument à l'unité nationale qui a été construit sur d'anciennes ruines, construit pendant l'ère fasciste et contient bien sûr une tombe avec une incertitude concernant l'identité du soldat. Numéro 11. Christ le Rédempteur, la structure interne, les dommages causés par la météo et les documents perdus du monument de Rio. Mesurant 30 mètres de haut au sommet du mont Corcovado, surplombant Rio de Janeiro, Christ le Rédempteur est une statue bien connue. Elle représente la paix, l'espoir et l'identité culturelle et religieuse brésilienne. Les visiteurs viennent admirer sa taille, son emplacement, et le monument a une histoire qui inclut des problèmes de construction, des dommages causés par la foudre des chambres internes, des documents d'ingénierie perdus et une zone interne restreinte. L'intérieur, cependant, est fermé au public. La statue est creuse contenant des escaliers, des plateformes, des passerelles et des tunnels en béton, et à l'intérieur, il y a des supports structurels et des zones de service, des chambres de maintenance et des trappes d'accès situées à la tête et aux épaules. Ces espaces étant petits et seuls, quelques techniciens y sont jamais entrés. La statue elle-même a été achevée en 1931 après 9 ans de planification et 5 ans de construction. L'ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa l'a conçue et l'artiste français Paul Landowski l'a sculptée. Elle était censée être à la fois symbolique et robuste. En raison de sa taille et de son emplacement en montagne, elle est exposée au vent et aux tempêtes, donc les concepteurs ont dû créer des méthodes spécifiques pour la rendre stable. La structure interne est faite de côtes en béton armé qui soutiennent la coque extérieure de carreaux de stéatite. L'accès se fait par une petite porte de maintenance à la base, et à l'intérieur se trouve un escalier en spirale de plus de 12 étages, environ 300 marches, éclairé par des lumières de service. Il y a des passerelles et des plateformes métalliques qui traversent la poitrine, les épaules et la tête, et celles-ci sont utilisées pour l'inspection, les réparations de foudre et l'accès d'urgence. Dans ces passerelles, l'espace est assez silencieux. Les travailleurs disent que l'écho des pas dure des minutes là-dedans, et au niveau des épaules, il y a des trappes qui mènent à des hublots d'observation derrière les bras qui sont rarement ouverts. Ces hublots ont été construits pour permettre aux ingénieurs de vérifier les points de stress dans les bras, mais ils sont assez difficiles d'accès. La tête de la statue a un espace interne. Il est possible de grimper une échelle dans cet espace, mais cela nécessite une certaine capacité physique et un peu de dégagement. Il n'y a pas de rampe et peu de lumière, et à l'intérieur, il y a aussi un espace vide avec un évent et une trappe pour la surveillance. Dans les années 1980, les ingénieurs ont trouvé des fissures de stress dans la structure en béton à l'intérieur de la tête causées par des coups de foudre. Elle est frappée par la foudre 3 à 5 fois par an en moyenne, et la statue avait des paratonnerres internes, des fils de cuivre et du béton, mais beaucoup avaient corrodé ou échoué. En 2014, la foudre a cassé le bout du pouce droit, et en 2008, la tête a été frappée, endommageant un panneau de stéatite et provoquant des fractures dans les côtes de soutien. Une grande partie de la documentation originale des années 1920 et 1930, comme des plans, des commandes de matériaux, des croquis, a été perdue ou détruite. Les seuls dossiers se trouvent dans des archives privées appartenant aux descendants de Heitor da Silva Costa. Ces documents ne sont pas numérisés et n'ont pas été entièrement publiés, mais les ingénieurs modernes ne connaissent pas tout sur la conception de la statue. Quand des dommages surviennent, il n'y a souvent pas de matériel de référence. Au et pendant la construction, plusieurs personnes sont mortes. Les dossiers officiels étaient assez vagues, mais des mémoires et des lettres suggèrent que des chutes, des coups de foudre et des blessures se sont produits. Ceux-ci n'ont pas tous été signalés non plus, et aucune plaque ne commémore les morts. Certains habitants croient que l'intérieur est hanté aussi par ceux qui sont morts en le construisant. Les équipes de maintenance ont signalé des bruits et des objets déplacés.
Les techniciens en électricité ont également signalé des problèmes avec le système d'éclairage sans cause. Christ le Rédempteur. C'est un espace en béton avec une protection contre la foudre, cachant des problèmes d'ingénierie et un coût humain. Pour le monde, c'est un symbole de paix, mais à l'intérieur, il y a des fissures, des espaces silencieux et un poids historique. Il y a des escaliers, des chambres, tout derrière des portes closes. Numéro 10. La chambre secrète de la Tour Eiffel. Des millions de personnes la regardent chaque année. La Tour Eiffel, le monument le plus emblématique de France, domine Paris comme un symbole de romance et de fierté culturelle. Mesurant 330 mètres de haut et construite pour l'exposition universelle de 1889, elle est devenue synonyme d'élégance et d'ambition. Mais peu de ceux qui montent sans connaître son complexe treillis de fer forgé réalisent qu'en haut des rues de la ville, caché tranquillement dans ses niveaux supérieurs, se trouve un appartement secret jamais destiné au public. Encore moins savent que cet espace mystérieux a été conçu par Gustave Eiffel lui-même et qu'il est resté verrouillé et inutilisé pendant des décennies, caché à la vue de tous. Maintenant, à première vue, cela semble un peu incroyable. Pourquoi l'une des structures publiques les plus célèbres au monde aurait-elle une chambre privée intégrée dans sa superstructure? Pourquoi Eiffel aurait-il pris la peine de la construire, de la décorer, puis de la sceller de presque tout le monde? Eh bien, il a utilisé cette chambre comme retraite personnelle et comme espace pour divertir des invités. Il a férocement gardé l'accès. Et tandis que les niveaux inférieurs de la tour étaient ouverts au public, cette chambre, bien sûr, est restée interdite. Eiffel n'a invité qu'une poignée de personnes dans cet espace, y compris surtout Thomas Edison, qui a visité en 1889 et a offert à Eiffel l'un de ses phonographes nouvellement inventés. Les deux hommes auraient discuté de sciences de philosophie et de l'avenir de la technologie humaine à 275 mètres au-dessus des rues de Paris. Maintenant, il est important de comprendre le contexte social de l'époque. Lorsque la tour Eiffel a été dévoilée en 1889, elle a été détestée par une grande partie de l'élite parisienne. Artistes, écrivains et intellectuels l'ont qualifiée de honte, de monstruosité rouillée qui ruinait l'horizon. Gustave Eiffel lui-même a été ridiculisé pour avoir construit ce que beaucoup considéraient comme un déplaisant temporaire. L'idée qu'il revendique un sanctuaire privé au sommet, littéralement au-dessus des têtes de ses critiques, était à la fois audacieuse et symbolique. Il s'était construit un trône dans les nuages et très peu ont été invités à y monter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont occupé Paris et ont utilisé la tour Eiffel pour des communications militaires, et la légende dit que les câbles de l'ascenseur ont été coupés pour que Hitler lui-même ne puisse pas monter, forçant les officiers allemands à gravir des centaines de marches s'ils voulaient atteindre le sommet. Pendant l'occupation, le sort des chambres secrètes reste un peu flou. Certains historiens soupçonnent qu'elles ont été utilisées par des officiers allemands comme postes d'observation pour des réunions sécurisées, et d'autres croient qu'elles sont restées intactes. Ce qui est clair, c'est qu'après la guerre, la chambre était devenue un mythe rumeur, mais à peine confirmé, discuté par les guides touristiques, mais vraiment jamais vu. Cela a changé dans les années 1980 lorsque la tour Eiffel a subi une importante restauration et modernisation. Au cours de ce processus, l'appartement secret a été redécouvert, restauré et soigneusement préservé. Aujourd'hui, si vous prenez l'ascenseur jusqu'au sommet et que vous jetez un œil par une petite fenêtre, vous pouvez le voir, son monde privé, mis en scène exactement comme il l'était autrefois. À ce jour, la chambre secrète n'est pas inscrite sur les cartes de visite standard. Les guides n'en parlent que de manière occasionnelle et peu de touristes remarquent même la petite fenêtre à rideaux donnant sur la plateforme d'observation. Et pourtant, elle est là un artefact parfaitement préservé d'un siècle disparu. C'est en tout point un monument avec un secret que vous ne remarqueriez jamais, à moins de savoir où regarder. Numéro 9. La Statue de la Liberté, une histoire d'isolement, d'explosion et un bras scellé. Pour la plupart, la Statue de la Liberté est un symbole accueillant un emblème de liberté et un phare pour les immigrants arrivant sur les côtes américaines. Mesurant 93 mètres de la base à la torche, elle domine le port de New York. Mais sous son apparence noble se cache un passé complexe et parfois troublant, rempli d'installations militaires, de quarantaines de maladies, d'explosions catastrophiques et de parties de la statue qui sont scellées pour des raisons que peu de touristes connaissent. Avant de devenir l'île de la Liberté, la terre sous la statue s'appelait l'île de Bedloe et son histoire est plus ancienne et un peu plus sombre que celle de la statue elle-même. Bien avant que la colossale femme n'arrive de France dans des caisses, l'île de Bedloe était le site de stations de quarantaine contre la variole d'exécution publique et d'une fortification militaire.
Entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, l'île a été utilisée pour isoler des immigrants malades de la population continentale. Les conditions y étaient épouvantables. Les malades étaient entassés dans des baraquements en bois avec peu de sanitation et beaucoup mouraient sans traitement ni rite funéraire. Ces origines sombres sont largement effacées des plaques et des brochures, mais si vous fouillez dans suffisamment d'archives municipales et de dossiers militaires, la vérité émerge. La liberté a été construite sur un fondement de souffrance, littéralement. Lorsque la statue est arrivée en 1885, c'était un design révolutionnaire. Elle a été construite par Frédéric Auguste Bartholdi avec l'ingénierie de structure interne réalisée par Gustave Eiffel, le célèbre constructeur de la tour Eiffel. Le design squelettique permettait une taille sans précédent, mais des défauts structurels sont apparus presque immédiatement. La statue oscillait excessivement par vent fort et les rivets dans les joints métalliques étaient sujets à la corrosion. Et peut-être plus célèbre encore, le bras portant la torche était instable à tel point que les visiteurs qui grimpaient dans la torche se plaignaient de vibrations et de craquements terrifiants dans le fer. Puis est venue l'explosion. Le 30 juillet 1916, une explosion massive a dévasté le dépôt de munitions de Black Tom Island. Juste en face de l'île de la Liberté, l'explosion était le résultat d'un sabotage allemand. Les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans la Première Guerre mondiale, mais des agents allemands cherchaient à perturber l'expédition d'armes vers les Alliés. Ils ont enflammé plus de 2 millions de livres de munitions, créant une explosion qui a brisé des fenêtres aussi loin que Times Square et a enregistré plus de 5.0 sur l'échelle de Richter. La Statue de la Liberté a été gravement endommagée par l'explosion. Le bras de la torche a été déformé et des dizaines de rivets internes et de supports en fer à l'intérieur ont été délogés ou pliés. À ce jour, plus d'un siècle plus tard, aucun touriste n'a été autorisé à monter dans la torche. Et ce n'est pas seulement une question de préservation. Les examens de sécurité modernes révèlent que l'escalier en spirale menant à la torche est structurellement instable. Il n'y a pas de ventilation moderne, pas d'issue de secours. Même les ingénieurs et les conservateurs doivent obtenir une autorisation spéciale pour entrer dans la chambre. De plus, la torche en feuilles d'or visible aujourd'hui n'est pas l'original. C'est une reconstruction ajoutée dans les années 1980. Même la couleur originale de la statue a une histoire étrange. Lorsqu'elle a été dévoilée pour la première fois, la Liberté brillait d'une couleur cuivre éclatante comme un sous-poli. Mais en 20 ans, la peau a oxydé devenant verte. Au début, les responsables ont essayé d'enlever la patine et s'inquiétaient qu'il s'agisse d'une forme de dégradation. Mais le tollé public a conduit à un revirement alors que le vert devenait permanent. Ce qui est moins discuté, c'est que le processus d'oxydation a produit des sous-produits toxiques entraînant des problèmes respiratoires chez les travailleurs de maintenance tout au long du début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, la Statue de la Liberté est présentée comme un monument ouvert, mais seule une fraction d'elle est accessible. Le bras et la torche sont scellés et les passerelles d'épaule sont interdites. Elle n'est pas seulement un symbole. C'est une relique scellée qui est pleine d'histoires de blessures et d'histoires non dites. Un monument à la liberté construit sur une terre de quarantaine frappée par le sabotage et verrouillée de l'intérieur. Numéro 8. L'Arche de la Porte à Saint-Louis. Mesurant 192 mètres au-dessus de la rivière Mississippi, l'Arche de la Porte à Saint-Louis, Missouri est l'un des monuments les plus élégants des États-Unis. Achevée en 1965, l'arche est une courbe parabolique en acier inoxydable, une forme parfaite et scintillante, censée symboliser l'expansion vers l'ouest des États-Unis. Mais peu de visiteurs réalisent que l'arche de la porte contient également des passages claustrophobes des systèmes mécaniques, sujets à des pannes, des effets d'altitude désorientants, et l'un des systèmes de transport interne les plus bizarres jamais conçus. Elle est belle de loin, mais étonnamment terrifiante de près. Le secret le plus célèbre de l'arche est le système de tramway caché à l'intérieur des jambes. Comme la structure est courbée, ni les ascenseurs traditionnels verticaux ni horizontaux ne fonctionnent. Au lieu de cela, les ingénieurs ont conçu un système hybride de tramway-ascenseur. Les passagers s'assoient dans une petite capsule blanche de 5 places qui ressemble à une machine à laver futuriste. À mesure que la capsule monte, elle tourne lentement et s'ajuste un peu comme des gondoles sur une grande roue. Cela semble ingénieux, et c'est le cas. Mais l'expérience est loin d'être relaxante. Les capsules sont étroites avec juste assez de place pour que des adultes de taille moyenne s'assoient entassés ensemble. Le voyage vers le sommet dure environ 4 minutes. Il n'y a pas de fenêtre, pas de rampe et pas d'issue de secours. Les murs sont en métal blanc uni et lorsque le système fait des à-coups ou s'arrête, les passagers ressentent
souvent des vertiges et de la claustrophobie. Il n'y a pas de contrôle climatique non plus au-delà d'un petit ventilateur et par temps chaud, les capsules peuvent devenir étouffantes. La plateforme d'observation au sommet de l'arche ajoute une couche d'inquiétude à la visite. Accessible uniquement par une capsule de tramway exiguë, la plateforme est étroite courbée et dispose de 16 petites fenêtres rectangulaires, chacune mesurant seulement 18 par 68 cm. Ces fenêtres sont inclinées vers le bas, offrant une vue vertigineuse plongeante sur la ville ou la rivière selon le côté où vous vous trouvez. Le sol est légèrement incliné et le plafond courbé comprime votre espace de tête et aux heures de pointe, plus de 100 personnes peuvent se serrer dans cet espace qui n'a pas de toilette, pas de nourriture et pas d'issue de secours direct. Et oui, le sommet oscille dans le vent. L'arche est conçue pour fléchir jusqu'à 46 cm par temps de grand vent et les ingénieurs insistent sur le fait que c'est sûr et c'est le cas. Mais cela ne semble pas sûr. Les jours de vent, la plateforme vibre subtilement, créant une sensation de mouvement qui désoriente certaines personnes. À au moins 2 reprises, des invités se sont évanouis et ont dû être escortés par le personnel d'urgence. Aujourd'hui, l'arche de la porte est une merveille, une courbe mathématique qui domine l'horizon de Saint-Louis. Mais à l'intérieur, sa peau lisse et nue cache des bizarreries mécaniques, des risques d'ingénierie et même des inconnues troublantes. Les techniciens marchent sur des passerelles étroites à des centaines de pieds dans les airs et quelque part au cœur de son noyau en acier inoxydable, l'arche garde ses secrets bien cachés derrière l'éclat. Passons au numéro 7, le grand sphinx de Gizeh et les chambres scellées en dessous. Bien qu'il puisse être l'un des monuments les plus anciens et les plus étudiés de la Terre, le grand sphinx de Gizeh garde encore certains secrets. Sculpté dans une seule crête de calcaire au bord du plateau de Gizeh, le sphinx mesure plus de 73 mètres de long et 20 mètres de haut. Son corps et son visage humain énigmatique surveillent l'Égypte depuis plus de 4500 ans ou peut-être plus longtemps selon le savant que vous interrogez. Mais sous ses pattes massives et à l'intérieur de la roche altérée de sa fondation se trouvent des passages scellés et des cavités inexplorées. Maintenant, le récit officiel accepté par la plupart des égyptologues est que le sphinx a été construit sous le règne du pharaon Khafré vers 2500 avec GCKC, peut-être comme un portrait du pharaon lui-même. Dès les années 1800, les voyageurs et explorateurs ont enregistré des portes et des chambres sous et autour du sphinx, et en 1925, l'ingénieur français Émile Barizet a dirigé une excavation majeure qui a découvert des puits et des portes scellées sous l'enclos du sphinx. Ces notes décrivaient une cavité rectangulaire sous la poitrine du sphinx et une autre sous le postérieur, toutes deux remplies et scellées. Dans les années 1990, le géologue américain Dr. Robert Schoch a proposé que l'érosion profonde sur le corps du sphinx, en particulier sur les flancs, n'était pas causée par l'érosion éolienne comme on le croyait traditionnellement, mais par l'eau. Schoch a suggéré que ce niveau d'érosion nécessiterait des siècles de fortes pluies, repoussant la construction du sphinx de milliers d'années avant Khafré, à une époque où l'Égypte était plus verte et plus humide. Au début des années 1990, des équipes de l'Institut de recherche de Stanford et de l'Organisation des antiquités égyptiennes ont effectué des scans radars à pénétration de sol du sphinx. Ces scans ont identifié des anomalies sous le monument des vides rectangulaires symétriques situés sous les pattes avant et s'étendant vers le corps. Zahi Hawass, alors directeur des Antiquités, a reconnu la présence des cavités, mais a nié qu'elles soient accessibles ou significatives. Cependant, l'accès à la zone a été restreint pendant des années par la suite. L'idée qu'il y a des chambres scellées sous le sphinx n'est plus une spéculation. Elle a été confirmée par radar, mais aucune excavation majeure n'a été autorisée. À l'intérieur du corps, personne ne sait ce qui pourrait y rester. Les bâtisseurs anciens ont souvent intégré des chambres creuses dans leur structure à des fins religieuses, structurelles ou cérémonielles. La Grande Pyramide elle-même contient des vides scellés et des puits cachés récemment redécouverts grâce à la tomographie à rayons cosmiques. Le sphinx pourrait-il contenir des caractéristiques similaires ? Certains disent, oui, d'autres disent que nous ne le saurons peut-être jamais. Mais dans un monde de satellites, de scanners et de sondes robotiques, le fait que l'une des statues les plus célèbres de la planète pourrait se trouver au-dessus d'une chambre inexplorée est étonnant. Les secrets du sphinx ne sont peut-être pas mystiques, mais ils sont réels, mesurables et inexplicablement enterrés. Il reste là observant en silence, retenant son souffle et tout ce qui se trouve en dessous attend. Numéro 6, le monument à la bataille des nations.
Mesurant 91 mètres au-dessus d'une colline herbeuse à Leipzig, en Allemagne, le monument à la bataille des nations est l'un des plus grands et des plus lourds monuments d'Europe. Il a été construit pour commémorer la défaite des forces de Napoléon en 1813 par une coalition d'armées de Prusse, de Russie, d'Autriche et de Suède. Avec ses lignes en granit à un intérieur sombre et de gigantesques guerriers en pierre, il ressemble moins à un mémorial qu'à une forteresse ou peut-être même à une tombe. Et de manière troublante à certains égards, c'est exactement ce qu'il est. Construit entre 1888 et 1913, le monument marque le site de la bataille de Leipzig, l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire européenne avant le XXe siècle. Pendant 4 jours, plus de 600 000 soldats ont combattu dans et autour de la ville. Lorsque cela a pris fin, on estime que 90 000 étaient morts ou blessés. Sous la fondation de ce monument profondément dans la crypte et la sous-structure se trouve une série de chambres scellées et de voûtes funéraires. Lorsque le monument était en construction, les travailleurs creusant le sol ont trouvé des os, des épées, brisées, des boulets de canon et des fosses communes. Plutôt que de déranger les restes, les bâtisseurs ont incorporé les morts dans la fondation du monument. Plusieurs restes squelettiques ont été réinhumés dans des cryptes cérémonielles à l'intérieur de la base, et d'autres ont été laissés intacts. En essence, le monument a été construit au-dessus, autour et dans certains cas littéralement sur les corps des défunts. Au-dessus de la crypte se trouve la chambre du dôme. C'est une salle avec un plafond de plus de 67 mètres, et le dôme est entouré de 16 figures de guerriers assis connus sous le nom de veilleurs. Ils regardent la chambre avec des yeux vides. Entre eux et le sol se trouve un escalier étroit et sinueux qui mène à Dichtiep Monica. Bien sûr, voici la suite de la traduction, 364 marches jusqu'à la plateforme d'observation. Et c'est ici que commencent les histoires. Les visiteurs ont longtemps rapporté des hallucinations auditives à l'intérieur du monument des échos qui ne correspondent pas au son produit des pas venant d'en haut, alors que personne d'autre ne monte, et les guides ont parlé de groupes de touristes voyant des silhouettes ombreuses dans l'escalier qui disparaissent en entier avant d'être confirmées. Ensuite, il y a la chambre scellée, une pièce accessible uniquement par une trappe en acier verrouillée intégrée dans la fondation arrière du monument. Aucun panneau ne l'indique, et la plupart des visiteurs ne la verraient jamais, mais selon les dossiers de construction, la chambre a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale comme coffre-fort de documents et poste militaire. Ce qui pourrait être la caractéristique la plus étrange de toutes est la condensation persistante. Même en été, l'intérieur du monument est humide et frais. L'eau sointe à travers la pierre, les murs transpirent, et dans les niveaux inférieurs des puits de maintenance ont documenté la croissance de moisissures. Les ingénieurs environnementaux suggèrent que c'est dû à une ventilation déficiente et à l'humidité naturelle piégée dans la pierre, mais d'autres murmurent que cette humidité est quelque chose de plus, une présence spirituelle ou un symptôme de la construction d'un monument. Sur 90 000 âmes oubliées, malgré ou peut-être à cause de sa réputation troublante, le monument reste l'un des mémoriaux de guerre les plus visités d'Europe. Numéro 5. La mère patrie appelle la guerrière russe avec un secret caché sous ses pieds. Elle domine Volgograd, son épée levée haut, ses cheveux balayés par un vent fantôme. La mère patrie, appel achevé en 1967, n'est pas seulement une statue, c'est un message sculpté dans le ciel. Mesurant 45 mètres de la base à la pointe de la lame, elle a été, pendant un temps, la plus haute statue du monde. Mais pour tout son pouvoir et sa grandeur, cette immense figure cache un certain nombre de vérités profondément troublantes. Des défauts de conception interne aux fondations dangereusement instables et même des rumeurs de contamination radioactive pendant la construction. Le monument le plus célèbre de la Russie est en équilibre précaire tant littéralement que métaphoriquement. Construite sur une colline stratégique dans la ville anciennement connue sous le nom de Stalingrad, la statue marque le site de l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire humaine. Entre 1942 et 1943, plus de 2 millions de soldats et de civils sont morts dans la bataille et le désespéré et finalement victorieux assaut de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. La terre sous la statue est imbibée de sang. Des fosses communes entourent la base et les visiteurs ne réalisent souvent pas que ces champs d'herbes sont remplis des corps de dizaines de milliers de personnes. À l'intérieur de la statue se trouve un labyrinthe de câbles en acier, d'escaliers en spirale et de plateformes étroites. Les travailleurs doivent monter des centaines de pieds pour inspecter les tiges de tension qui aident à maintenir la statue de s'effondrer sous son propre poids.
Ces tiges nécessitent des ajustements continus en raison des changements de température saisonniers qui peuvent provoquer l'expansion et la contraction du béton. En 2009, le ministère de la Culture de la Russie a confirmé que la statue avait commencé à pencher de manière permanente. Les eaux souterraines et les mouvements sismiques avaient provoqué l'érosion du sol sous la base et des renforts d'urgence ont été installés. Et cette épée, c'est une autre histoire. L'épée originale, conçue pour être à la fois légère et résistante aux intempéries, a commencé à vibrer et à bourdonner de manière inquiétante dans le vent, alarmant les ingénieurs et les habitants. Sa structure métallique creuse était sujette à des fréquences résonantes, ce qui signifie qu'elle commençait à chanter en quelque sorte partant de grands vents, émettant une note profonde et grondante qui résonnait à travers Volgograd. Après des plaintes et des préoccupations de sécurité, l'épée a été remplacée par une version plus lourde et solide, ce qui a éliminé le son mais a augmenté la charge sur le bras droit déjà tendu. Aucun rapport public n'a confirmé si ce bras est structurellement stable aujourd'hui. Ensuite, il y a les rumeurs. Les travailleurs qui ont aidé à construire la statue ont affirmé dans des interviews et des mémoires que la cire utilisée dans le squelette interne provenait de réservoirs récupérés et d'épaves de guerre dont certaines avaient été exposées à une faible radiation. Le secret de l'ère soviétique empêche toute documentation de faire surface, mais à ce jour, aucune lecture de compteur Geiger n'est disponible pour l'intérieur de la statue. Eh bien, malgré tous les dangers, la mère patrie Appel reste une icône nationale. C'est un symbole de victoire et de patriotisme. Mais alors que la Russie modernise son infrastructure, les ingénieurs subissent une pression croissante pour stabiliser ou reconstruire le monument, une tâche qui serait presque impossible compte tenu de sa taille et de sa fragilité. Certains experts estiment que la statue pourrait ne pas survivre un autre siècle. Sans intervention majeure, elle penchera, se fissurera et finira par tomber. Numéro 4. Tézénie 4. Le mausolée d'Halicarnasse. Bien avant les gratte-ciel, avant que les cathédrales et les palais ne dominent les blocs de la ville, se tenait une structure si incroyable qu'elle faisait partie des 7 merveilles du monde ancien, le mausolée d'Halicarnasse. Construit vers 350 AV. Gc, dans l'actuel Bodrum en Turquie, ce n'était pas seulement une tombe. Il mêlait des influences égyptiennes, grecques et anatoliennes dans un monument imposant. Mais le mausolée n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, c'est une ruine et à l'intérieur de ces pierres brisées se cache une histoire d'obsession familiale, de rumeurs fantomatiques et de travail sacrificiel ainsi qu'une chute lente et terrifiante. Le mausolée a été commandé par Artemisia Doussa, sœur et épouse de Mosol, le satrape perse ou gouverneur de Carie. Lorsque Mosol est mort, elle a juré de lui construire la tombe la plus magnifique que le monde ait jamais vue. Le résultat fut un monument à plusieurs niveaux de plus de 40 mètres de haut orné de plus de 400 sculptures. L'échelle et la complexité ont stupéfié les spectateurs anciens. Le terme mausolée vient directement du nom de mausolée. Au fil des siècles, le monument a commencé à faiblir. Plusieurs tremblements de terre entre le Xe et le XVe siècle ont provoqué des fissures dans les colonnes déplaçant la maçonnerie et entraînant des effondrements partiels. Au moment où les chevaliers croisés sont arrivés, dans les années 1400, les sections supérieures s'étaient effondrées et, voyant une carrière pratique, ils ont démonté d'énormes sections pour construire le château de Bodrum incorporant des statues brisées et des pierres polies dans leurs murs. Les preuves archéologiques modernes ajoutent au mystère du monument. Dans les années 1980, des radars à pénétration de sol ont révélé des chambres souterraines sous la fondation de la tombe. Certaines ont été explorées, d'autres jugées trop instables. Une en particulier, surnommée Chambre X, a été trouvée scellée derrière une immense dalle cousue et, malgré les efforts, elle n'a jamais été ouverte. Le contenu, s'il y en a, reste inconnu. Aujourd'hui, le site du mausolée est calme. Quelques colonnes brisées restent soigneusement maintenues debout et les touristes peuvent se promener dans les ruines envahies par la végétation en lisant des plaques décrivant ce qui était autrefois. Mais même en ruine, le mausolée commande le respect. Son échelle est toujours impressionnante et ses cicatrices parlent plus fort que son marbre n'aurait jamais pu le faire. Numéro 3. Le mémorial Yad Vashem. Dans les collines à l'ouest de Jérusalem, au-dessus d'une crête couverte de pins surplombant la vallée des communautés, se trouve l'un des mémoriaux les plus émotionnellement écrasants de la terre, le Yad Vashem, le mémorial officiel d'Israël aux victimes de l'Holocauste. Ce n'est pas un seul monument, mais un complexe, un musée, un jardin de sculptures, une base de données de noms et un centre éducatif solennel sculpté dans le paysage.
Au cœur se trouve la salle des noms, une chambre conique tapissée de photographies et de dossiers qui semble infinie. Et derrière son design silencieux se cache l'une des vérités les plus sombres et les plus troublantes de l'ère moderne. Certains des noms qu'elle contient étaient destinés à être perdus à jamais, et d'autres pourraient ne jamais être découverts. La salle des noms contient plus de 8 millions de dossiers, des pages de témoignages pour les victimes des holocaustes soumis par des proches survivants, des amis et des témoins. Chaque entrée comprend autant d'informations que connu nom, date de naissance, lieu d'origine, date et lieu de décès, et souvent une photographie. Le dôme supérieur de la chambre affiche ces photos comme des constellations dans l'obscurité des yeux et des visages regardant les visiteurs. La partie inférieure descend dans une piscine miroir créant l'illusion d'un puits de mémoire sans fond. Dans les années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, les dossiers du génocide du régime nazi ont été éparpillés, détruits, ou peut-être même amassés. Les soviétiques, en libérant les camps et archives d'Europe de l'Est, ont classé d'énormes quantités d'informations, dont certaines n'ont toujours jamais été libérées aux chercheurs occidentaux. Des listes de transport entières, des registres de prison et des ordres d'exécution restent scellés dans les archives militaires russes. Ce qui est encore plus troublant, c'est que certains noms sont absents par choix. Les survivants refusent de soumettre des témoignages sur des membres de leur famille par honte, traumatisme ou peur de persécution dans leur nouveau pays. Et puis il y a les faux noms. Toutes les entrées de la base de données ne sont pas vérifiées et dans les premières décennies, certains témoignages ont été soumis plusieurs fois sous différentes orthographes ou par des sources conflictuelles. Il existe des fichiers en double pour des victimes qui n'ont jamais été confirmées comme mortes, d'autres sont incomplètes, simplement étiquetées, enfant-mère ou femme inconnue. Ces dossiers se fantômes flottent dans l'archive et ils sont la preuve d'un crime trop grand pour être catégorisé. Au sein du complexe se trouve une chambre moins connue, cependant le répertoire des justes, contenant des dossiers sur des personnes non juives qui ont sauvé des vies juives pendant l'Holocauste. Cet espace, bien que plus petit, est moins public et a son propre détail étrange. Plusieurs dossiers ont été anonymisés ou expurgés. Quelques justes ont vu leur dossier scellé après qu'il a été découvert que leur motivation n'était pas la gentillesse mais la corruption ou la coercition, et le monument les honore tous, mais plus on s'enfonce dans les dossiers, plus les lignes deviennent floues. Yad Vashem a été créé pour se souvenir, mais son secret le plus silencieux est que combien de choses ont été oubliées ou pire effacées. C'est un monument aux morts, mais aussi à la tâche impossible de tous les rappeler. Numéro 2. La vallée des tombés. Juste à l'extérieur de Madrid, caché parmi les montagnes, se trouve l'un des monuments les plus controversés de l'Europe moderne, la vallée des tombés. Elle était destinée à honorer ceux qui ont été tués pendant la guerre civile espagnole, un conflit brutal qui a déchiré le pays de 1936 à 1909. Mais pendant des décennies, le monument était aussi le site de sépulture du général Francisco Franco, le dictateur fasciste de l'Espagne, et il a été construit en partie par les mêmes prisonniers qu'il a emprisonnés et condamnés. Le monument est un complexe imposant une croix en granit de 150 mètres de haut montée sur un sommet de montagne visible à des kilomètres. Il a été conçu par Franco lui-même en 1940, peu après que ses forces nationalistes ont triomphé de la République espagnole. La construction a duré près de 20 ans, et pendant ce temps, des dizaines de milliers de prisonniers politiques ont été utilisés comme main-d'œuvre forcée. Les estimations suggèrent qu'entre 20 000 et 30 000 prisonniers ont travaillé sur le site dans des conditions difficiles. Au moins des centaines sont morts à cause de chutes de rochers, d'effondrements de tunnels et de maladies non traitées. Leurs noms n'ont jamais été donnés. À ce jour, il n'existe aucun registre complet de qui a construit la vallée des tombés, et ce n'est pas un accident. Le gouvernement de Franco a classé le monument comme un symbole de réconciliation censé unir les factions déchirées par la guerre de l'Espagne, mais les seuls noms gravés dans les murs de la basilique pendant des décennies étaient ceux des soldats franquistes. Ce n'est qu'après la mort de Franco en 1975 que les morts républicains ont été ajoutés, et même alors de nombreuses familles ont refusé de permettre que les noms de leurs proches soient inclus. La nef principale de la basilique s'étend sur plus de 240 mètres dans la montagne éclairée par de faibles lustres et flanquée de géants anges en pierre. Au bout de la nef se trouve un autel et jusqu'à récemment une tombe simplement marquée Francisco Franco. Son corps y a été inhumé en 1975 lors d'une cérémonie tenue sans approbation publique. Pendant des années, le gouvernement espagnol a refusé de le déplacer et des pèlerins visitaient quotidiennement, beaucoup déposant des drapeaux fascistes ou faisant des salutations nazies à sa tombe. Ce n'est
qu'en 2019, après des années de débats politiques, que le corps de Franco a été exhumé et relocalisé à un moment télévisé qui a suscité l'indignation nationale. Mais enlever Franco n'a pas résolu les problèmes de la vallée. Sous la basilique se trouvent plus de 33 000 corps stockés dans des cryptes et des ossuaires qui s'étendent dans la montagne. Le système de crypte est si mal documenté que des os ont été découverts dans les mauvaises voûtes empilées de manière désordonnée et exposées à l'humidité et à la moisissure. Selon les plans officiels, une chambre scellée existe derrière le chœur de la basilique, connue en interne sous le nom de salle Z. Son but est flou. Certains croient qu'elle était un refuge privé pour Franco, d'autres disent qu'elle abritait des équipements de communication d'urgence. Mais aujourd'hui, la vallée des tombées reste dans un silence troublant. Les visites guidées sont brèves et fortement surveillées, les slogans politiques sont interdits et la sécurité est stricte. Et pourtant, le monument perdure un rappel d'un régime qui a régné par la peur et a construit son héritage dans le substrat. Il était censé apporter la paix, mais il divise encore. Numéro 1. La tour Juche en Corée du Nord. S'élevant à 170 mètres au-dessus de la rivière Taedong, faisant face directement à la grande maison d'études populaires et aux immenses statues en bronze de Kim Il-sung et Kim Jong-il, la tour Juche à Pyongyang est l'un des monuments les plus imposants. Construite en 1982 pour commémorer le 70e anniversaire du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, cette tour est nommée d'après l'idéologie officielle de l'État, le Juche, un mélange de nationalisme, d'autonomie et de loyauté absolue envers le régime. Pour le touriste moyen cependant, principalement des visiteurs chinois et un très petit nombre d'étrangers fortement escortés, la tour Juche apparaît comme un simple monument idéologique. Sa colonne verticale élégante rappelle un obélisque fait de 25 000 blocs de granit blanc, supposément un pour chaque jour de la vie de Kim Il-sung jusqu'à son 70e anniversaire. Une plateforme d'observation se trouve juste en dessous de la flamme rouge au sommet, accessible par ascenseur, et en dessous se trouvent des niveaux de galeries et de salles calmes bordées de verres présentant des livres, des écrits et des œuvres d'art sélectionnées par l'État. Mais près de la moitié de la structure est complètement interdite aux visiteurs, même à la plupart des Nord-Coréens. L'intérieur, bien que partiellement accessible via une visite guidée, comprend des étages non éclairés, scellés derrière des portes renforcées ou surveillés par des gardes. Il existe également des histoires non confirmées mais répétées sur la présence d'une archive idéologique scellée quelque part dans la tour censée contenir des documents originaux du Juche, des mémos manuscrits de Kim Il-sung. Bien que ces affirmations ne puissent pas être vérifiées, elles sont soutenues par des archives internes similaires, connues pour exister dans le Palais du Soleil, où les corps embaumés de Kim Il-sung et Kim Jong-il reposent dans des sarcophages en verre. En dehors de la structure physique, cependant, le positionnement symbolique de la tour soulève d'autres questions. Ce n'est pas un placement aléatoire. La tour se trouve directement en face de la grande maison d'études populaires, la principale bibliothèque idéologique de Pyongyang. La flamme rouge au sommet de la tour est également plus qu'une couronne décorative. La nuit, elle brille d'un éclairage intense, visible à travers la majeure partie de Pyongyang. Pendant les pénuries d'électricité ou les coupures de courant lorsque tout le district de Pyongyang s'obscurcit, la flamme continue souvent à briller. Les touristes et les diplomates ont remarqué cette bizarrerie pendant des années, suggérant que la flamme est connectée à une source d'alimentation de secours protégée. Et bien malgré la confiance imposante qu'elle projette, la tour souffre de graves problèmes d'entretien. Le climat de Pyongyang, avec des étés chauds et des hivers glaciaux, a eu un impact sur la façade en granit. Des fissures sont apparues à la base et des dommages causés par l'eau due aux pluies ont été signalés près des conduites de ventilation. Pourtant, aucune rénovation majeure n'a jamais été confirmée. Et pourtant, pour toutes ces caractéristiques inquiétantes, la tour reste un point central de Pyongyang, un arrêt obligatoire lors de chaque visite diplomatique. Les diffusions de propagande mettent constamment en avant la tour souvent superposée avec des rayons rouges de lumière ou des emblèmes Juche tournants. Mais à l'intérieur, elle est principalement vide. La moitié de ses étages sont scellés. La chambre supérieure est inexplorée par quiconque en dehors du régime. Ces ascenseurs desservent des niveaux qui ne sont jamais montrés sa flamme, alimentés par un réseau que personne ne comprend, et ces fondations pourraient être connectées à une ville sous cette ville conçue non pas pour la gloire mais pour la retraite. Elle guide l'idéologie et à l'intérieur de ces chambres silencieuses, derrière ces portes renforcées, elle garde ses secrets. Pour l'instant du moins.